Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Philippe Bayet. Bonjour. Ravi, enfin. Moi aussi. Très content de faire ces émissions avec vous. Alors d'abord, Philippe, je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai souvent parlé de vous en vidéo, mais pas mal de gens vous découvrent dans cet entretien. Donc, n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes. Voilà. Alors, je suis né en 1951. Je suis originaire d'une famille des deux côtés du Pas-de-Calais. Je suis donc un nordiste, mais un nordiste côté mer, puisque je suis né côté littoral. Je suis né à une vingtaine de kilomètres dans les terres de Boulogne-sur-Mer. Et du côté paternel, toute ma famille est originaire de la région Berck-le-Touquet. Je me permets d'insister un petit peu sur ce point parce que beaucoup de gens ne savent pas que le Touquet est une ville, une petite station balnéaire qui a été fondée non pas par des Français ni par des autochtones du coin, mais par des Anglais, de riches Anglais qui venaient chasser le canard dans les dunes à la fin du 19e et qui ont acheté des terres. Et ensuite, seulement, les locaux se sont agrégés à eux pour créer cette station balnéaire. Et pourquoi j'insiste un peu sur ce point, c'est que j'ai eu la chance, parce que rétrospectivement, je considère que c'est une chance, d'avoir une grand-mère paternelle. Outre le fait que c'était une femme adorable, elle avait cette particulier d'être plus qu'anglophile, c'était une anglomane. Tout ce qui était anglais, depuis les biscuits jusqu'au veston tweed, c'était mieux que tout le reste. Et ensuite, dans le milieu de droite radicale française, j'ai rencontré beaucoup d'anglophobie et beaucoup de gens très hostiles aux Anglais, comme plus tard, ce sont souvent les mêmes, des gens également très anti-américains. Mmh. Et socialement, j'appartiens à une famille de la classe moyenne, mais déclassée, en ce sens que mon père gérait avec son propre père une minoterie. Il a été fait prisonnier tout au début de la guerre parce qu'il était sur la ligne Maginot. Et après 3 tentatives d'évasion sans succès, il a été puni assez durement en Thuringe, en Allemagne, et il en est revenu très abîmé, non pas sur le plan physique, parce qu'il était chez les paysans et il a été, lui, selon ses propres dires, bien traité, mais sur le plan psychologique. Et ensuite, il a peu à peu sombré dans une forme d'alcoolisme, avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur le statut social de la famille. Donc je me permets juste de faire une allusion à ça parce que je suis en quelque sorte un bourgeois déclassé et j'ai eu ensuite des relations parfois un peu difficiles avec certains camarades ou amis de la mouvance où j'ai rencontré beaucoup plus de fils de bourgeois, voire parfois de grands bourgeois et quasiment jamais des fils d'ouvriers. Quant à mon itinéraire politique et culturel, alors j'ai été très précoce puisque après une scolarité secondaire assez tumultueuse, plusieurs collèges et lycées, je me suis retrouvé en 1966 au lycée de Saint-Cloud, où donc déjà forte agitation, d'autant plus qu'il y avait une annexe de l'école normale supérieure qui était tenue par les maoïstes à l'époque. Et donc des types plus grands que nous, mais qui venaient fréquemment faire de l'agitation, de la distribution de tracts à la sortie du lycée de Saint-Cloud, qui était encore un des derniers grands lycées non mixtes. Et là, j'ai connu à la section d'Action française qui s'appelait Restauration nationale. Il était interdit encore de renouer avec le vieux nom d'Action française. J'ai connu Bernard Lugan, qui était le chef de la section. Alors, si je n'avais pas rencontré une personnalité attachante comme lui, parce qu'il était à la fois très dynamique et très drôle, une espèce de chef de banque, il est possible que j'aurais peut-être évolué vers autre chose. Mais il a eu une influence décisive et dès le début, la chance a fait que ça, c'est la force. C'était la force de l'école maurassienne et ça reste sa force, l'intérêt pour les idées. Donc, quand j'ai adhéré là-bas en 66, j'avais 15 ans et demi, mais déjà à cet âge-là, à 16 ans, 17 ans, nous avions, certes, c'était encore modeste et relativement primaire, mais ça existait, des cours de formation, 1 ou 2 fois par mois. Et ensuite, donc, comme à cet âge-là, les enthousiasmes sont très forts, mais aussi flottants et mouvants,
2 ans après, j'ai été exclu de la Restauration nationale, puisque c'était le nom de l'époque, pour européisme et racisme, Oui. parce qu'entre-temps, j'avais lu, avec retard, vu la génération à laquelle j'appartiens, des numéros d'Europe Action. Donc, je suis passé à Europe Action sous l'influence d'un ami, Pierre Krebs, qui est toujours actif en Allemagne. Il est parti faire sa vie en Allemagne, ce qui s'explique aussi par le fait qu'il est, non pas comme croient certains, à moitié allemand, mais à moitié autrichien. Et Krebs avait appartenu à la Fédération des étudiants nationalistes. Et puis, à l'époque, nous avons milité tous les deux à ce qui restait, pas grand-chose, du Rassemblement européen de la liberté fondé par Dominique Vénère. Mais Vénère, déjà, ne s'en occupait plus. Ensuite, ça a duré très peu de temps. Ensuite, j'ai milité dans les rangs d'un groupuscule consécutif à l'interdiction du mouvement Occident en octobre 68 pour une Jeune Europe, à ne pas confondre avec le mouvement Jeune Europe tout court, beaucoup plus important à tout point de vue, de Jean Thiriard. C'était un mouvement dirigé par Patrick Mahé, qui ensuite a fait une carrière dans le journalisme télévisuel, et Nicolas Tandler, qui a écrit beaucoup de livres sur le communisme, Staline, Lénine, etc., qui s'est spécialisé dans l'étude du communisme. Et puis, très tôt, finalement, après une bagarre assez saignante au lycée Lacanal avec ceux que nous appelions les Bolches, j'ai pris mes distances par rapport à la politique groupusculaire. J'ai découvert l'œuvre d'Evola. Je suis allé plusieurs fois en Italie. J'ai fondé avec quelques amis le Centre d'études doctrinales Julius Evola en 1975. Après, en 1977, la revue Totalité, d'inspiration essentiellement évolienne, qui a duré 10 ans, 27 numéros sur une période de 10 ans, 77-87. Ensuite, j'ai été recruté, nous y reviendrons, je pense tout à l'heure, par Alain Benoît en 1983 ou 84 pour devenir secrétaire de rédaction de toutes les publications de la Nouvelle Droite, donc Nouvelle École, Éléments, Panorama des idées actuelles, Études et recherches. Ma collaboration avec de Benoît a duré jusqu'en 2003. Mars 2003, date à laquelle j'ai pris du recul pendant presque 10 ans, pas tout à fait 10 ans, 7-8 ans. Entre-temps, j'ai fait 2 voyages assez importants pour moi en Inde, dont un de 6 mois, Oui. la durée maximale autorisée par le visa à cheval sur les années 2002-2003. Et puis après cette période de retrait, j'ai commencé à écrire tardivement, finalement, des livres. Donc le premier... avant, j'avais publié des brochures et pas mal d'articles, mais pas véritablement de livres. Le premier en 2010 pour la contre-révolution blanche, qui est un recueil d'articles, mais comme tous mes recueils d'articles, tous ces articles avaient été refondus, relus, améliorés. En 2015, autre recueil d'articles, Partie de la vie. En 2016, le livre que j'estime le plus important parmi ceux que j'ai écrits, le plus important pas seulement par l'aspect matériel, parce que c'est le plus gros, L'autre tiers-mondisme, qui a été, on va parler voilà, qui a été suivi par Piété pour le cosmos sur l'écologie, et puis par un pamphlet, mais qui dans mon esprit est aussi plus qu'un pamphlet, contre la droite radicale française, un livre qui marque mon adieu définitif à cette mouvance, de la confrérie des Bons-Ariens, la Nef des Fous. Dernière en date, une brochure d'hommage à Guillaume Faye, 1 an après son décès. Voilà. Voilà résumé rapidement mon itinéraire politique et culturel. Oh bah c'était assez complet et intéressant. Effectivement, c'est intéressant de savoir que vous avez engrangé pendant des années avant de commettre des livres. Oui. C'est pas banal finalement. Vous avez mis du temps avant de vous y mettre et puis vous avez bien rattrapé votre retard. En fait, ça fait 13-14 ans que vous écrivez des ouvrages à présent. Oui. Oui, maintenant ça fait donc depuis 2010 et j'en ai d'autres en préparation. Bon, après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'espère bien en publier. J'en ai au moins 4 ou 5 en préparation. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'autre tiers-mondisme. Oui. Le titre peut paraître énigmatique à nos spectateurs. Bon,
l'expression tiers-mondisme, on la connaît. Il y a un tiers-mondisme de gauche, un tiers-mondisme progressiste et internationaliste, évidemment, qui est celui que la droite elle-même critique depuis des décennies. Et il y a donc cet autre tiers-mondisme, et on pourrait se demander pourquoi finalement vous ne voulez pas appeler, pour des raisons de compréhension, tiers-mondisme de droite. Vous avez préféré l'expression autre tiers-mondisme. Oui, pourquoi? C'est-à-dire qu'initialement, je parlais dans un article paru dans les Écrits de Paris et qui était annonciateur de cet ouvrage, j'avais parlé d'un tiers-mondisme de droite. Et puis je me suis ravisé pour le livre, préférant l'expression autre tiers-mondisme. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu, au fur et à mesure que je m'enfonçais dans l'étude de mon sujet, que j'avais affaire à des gens et des idées qui, en eux-mêmes ou en elles-mêmes, s'agissant des idées, relevaient en fait déjà d'un chassé-croisé droite-gauche. Je m'explique. J'ai eu la première attestation historique d'un tiers-mondisme non internationaliste. C'est-à-dire que là, on parle de gens, de groupes, d'organisations qui veulent défendre des peuples opprimés et non pas une classe transnationale d'exploités à la manière communiste et internationaliste. La première attestation historique, c'est la Ligue de Fiume, créée par D'Annunzio à l'occasion de son expédition militaire pour soutenir les Italiens de Dalmatie, à Fiume, et aujourd'hui appelé Rijeka, et pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque en Italie la victoire mutilée. C'est-à-dire l'Italie s'était retrouvée du côté des vainqueurs de la guerre 14-18, mais beaucoup d'Italiens estimaient que les revendications, à leurs yeux légitimes bien sûr, de l'Italie, n'avaient pas été satisfaites par les vainqueurs, et notamment par les Américains, les Français et les Britanniques. Donc, D'Annunzio a été le premier. Mais D'Annunzio, bien sûr, peut être regardé à juste titre comme une espèce de créateur avant la lettre de la liturgie politique fasciste, de masse, etc. Il a été un grand inventeur sur le plan de la propagande. Mais D'Annunzio ne peut pas être considéré comme quelqu'un marqué d'emblée à l'extrême droite. La preuve en est qu'à Fiume, il y avait plusieurs sensibilités, notamment des sensibilités libertaires, anarchistes, beaucoup d'artistes d'avant-garde. Donc déjà, là, vous avez le chassé-croisé droite-gauche. Ensuite, vous le retrouvez chez la deuxième attestation historique du tiers-mondisme non internationaliste, c'est-à-dire chez des nationaux révolutionnaires allemands, Friedrich Hilscher, qui sera plus tard un ami proche de Jünger, l'aile gauche du Parti national-socialiste, Johann von Leers, personnage très important pour notre sujet, sur lequel nous reviendrons. Donc tous ces personnages, déjà, dans les années 20, qu'il s'agisse d'un fasciste ou même d'un national-socialiste comme von Leers, parle déjà favorablement de l'islam. Von Leers, par exemple, tout national-socialiste à sa façon qu'il est, condamne l'idée de défense d'une communauté blanche défendue par Spengler. Il est très critique, par exemple, vis-à-vis de Spengler. Et si l'on passe à des gens beaucoup plus proches que nous, avec mon sujet, je butais sur des gens comme Vergès. Vergès, bon, tout le monde sait qu'au départ, évidemment, c'est un homme de gauche. Mais ses amitiés vers la fin de sa vie, défenseur de Barbie, etc., on sait très bien qu'il a eu beaucoup d'amitiés aussi à l'extrême droite, ou à droite, dans les milieux de droite. En dehors de lui, ensuite, je suis tombé sur des personnages, par exemple, comme Horst Mahler, un national révolutionnaire allemand, emprisonné depuis très très longtemps, pour révisionnisme. Mais Mahler avant de devenir ce qu'il est, un national révolutionnaire, a été très proche de la fraction Armée Rouge, puisqu'il en a été l'un des défenseurs, l'un des avocats. Je suis tombé sur d'autres personnes encore, comme Jacques-Louis Vergès, nous en avons parlé, Jean Thiriard, par exemple, Jean Thiriard, qui dans sa jeunesse avait appartenu à l'extrême gauche belge avant de dévier vers, à l'époque,
vers des sympathies pour la grande Europe nouvelle, nationale socialiste. Il est devenu une référence maintenant des socialistes européens. Voilà. Donc, si vous voulez, d'emblée, on a affaire à des gens, des personnalités et des groupes qui prétendent dépasser le cliché droite-gauche ou qui, dans leur vie, ont eu un itinéraire, généralement les faisant passer de l'extrême gauche à une forme de ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on peut appeler légitimement l'extrême droite ou la droite radicale. D'où mon idée de parler d'un autre tiers-mondisme plutôt que d'un tiers-mondisme de droite, cette de seconde appellation m'ayant paru très vite trop restrictive. Oui. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous venez de dire, c'est qu'on comprend que l'enracinement idéologique de cet autre tiers-mondisme, il est ancien. Il est ancien. Oui. Et à propos du chassé-croisé, justement, j'en ai parlé au début du livre, j'ai été très marqué par le fait que j'ai découvert qu'en 1960 déjà, un auteur allemand, Otto Ernst Schüdekopf, avait qualifié les nationaux révolutionnaires des années 20 en Allemagne et accessoirement ceux qui, dans la mouvance de droite radicale, avaient déjà des sympathies pour les peuples opprimés du tiers-monde, etc., de gens de gauche de la droite. En allemand, die linke Leute von rechts, les gens de gauche de la droite. Et on verra dans la suite de la discussion, probablement, qu'on retrouve effectivement chez tous ces gens-là, non seulement des idées qui viennent de leur jeunesse de gauche ou d'extrême gauche, mais des modes de comportement, des modes de pensée qui sont typiques de ces milieux et que d'ailleurs aujourd'hui, je condamne parce que j'estime que ce sont des modes de pensée idéologiques et souvent totalitaires, même pour dire les choses franchement. Alors, cet autre tiers-mondisme, il a différents visages. Il a un visage politique. Je pense que nos spectateurs voient à quoi on fait allusion. En plus, dans le cadre, on est en plein dans la guerre Ukraine-Russie. Il y a cette idée de soutenir, on va dire, une autre sphère de civilisation contre un Occident vu comme décadent, etc. Et il y a aussi une facette purement culturelle, idéaliste, d'un amour presque, d'une admiration pour le tiers-monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes facettes ? Oui, la première facette, je dirais qu'elle relève d'un réalisme politique machiavélien classique. Le cas emblématique, c'est Jean Thiriart, qui est probablement, de tous les représentants de la droite radicale postérieure à 1945, celui qui est allé le plus loin dans un certain tiers-mondisme, puisqu'à un moment donné, il parlait d'une quadrille continentale, l'Europe, les combattants révolutionnaires nationaux européens devant venir s'ajouter aux combattants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Thiriart était tout sauf quelqu'un qui admirait les civilisations non européenne, je dirais même, moi qui me suis intéressé beaucoup au bouddhisme, à l'Advaita Vedanta, à des doctrines indiennes, à l'Inde, à la Chine, qu'il était, de ce point de vue-là, très primaire. Il avait un point de vue très eurocentrique, apologie de la technique, l'homme blanc créateur, les autres engoncés dans des cultures froides, de répétition stérile des rites, etc., etc. Mais ils considéraient qu'ils étaient des alliés potentiels contre les deux blocs et surtout contre le bloc américain. Parce que Thiriart, au départ, était hostile aux deux blocs, mais on sait que très vite, il est devenu presque uniquement anti-américain. Donc ça, là, vous avez un exemple de tiers-mondisme appuyé sur des motifs uniquement politiques. C'était celui de départ. La plupart des cas du premier tiers-mondisme non internationaliste, c'est ça. Et puis, beaucoup plus peu à peu, est venu s'agréger un tiers-mondisme que je qualifie d'idéaliste et de culturel. Oui. Certains de ses représentants ayant aussi, étant à cheval sur les deux aspects, évidemment, le cas dont je peux parler le mieux, je crois, c'est pas pour avoir bien connu l'intéressé, c'est Claudio Muti, intellectuel italien très brillant, grand spécialiste de la culture roumaine et de la culture hongroise. Il parle couramment le roumain et le hongrois, dont la carrière universitaire a été brisée parce qu'il est tombé dans les années de plomb et il a été persécuté de toutes les façons possibles, avec toute persécution auquel il a résisté avec beaucoup de courage, d'ailleurs, je dois le reconnaître. Muti a commencé lui aussi chez Thiriart. Il avait un peu milité avant, mais son militantisme politique essentiel, c'est chez Thiriart. Il est devenu un des principaux lieutenants de Thiriart. Il a collaboré
de manière très fréquente à la Nazione Europea, l'édition italienne de la dernière revue en date et la plus importante de Thiriart. Et Mouti, lui, très vite, a manifesté parallèlement à l'idée d'une alliance purement politique avec le monde arabo-musulman, un intérêt profond sous l'influence de l'œuvre de Guénon pour l'islam tout court. En 1975, il publie une brochure sur Kadhafi et Kadhafi, templier d'Allah. Déjà, c'est assez curieux, templier d'Allah, et faire de Kadhafi tout de suite une espèce de champion d'un islam spirituel, alors qu'on ne peut pas dire que Kadhafi était un grand... Oui, en plus. Voilà, c'était déjà une projection, à mon avis, très, très arbitraire. Et ensuite, Mouti n'a cessé d'aller plus loin là-dedans. Et ce qui fait d'ailleurs, ce qui a été la raison de mon éloignement par rapport à lui. Et je voudrais vous donner un exemple très concret parce que développer des idées, c'est bien. Les illustrer par des faits humains, parfois, c'est encore plus parlant que tout un raisonnement. Quand j'ai connu Claudio Muti, la première fois que je suis allé chez lui à Parme en 1975, il avait chez lui carrément le drapeau national-socialiste. Et il s'intéressait beaucoup aux théories sur la race d'Evola. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Evola n'a jamais fait preuve d'une très grande empathie, par exemple, pour la race noire, pour les Arabes, etc. Et quelque temps après, pas tout de suite, bien sûr, ça a mis du temps, Mouti, évolien au départ, a fini par se marier avec une arabo-italienne d'origine libanaise, quand même assez sérieusement basanée, on va dire. Et avec elle, il a eu un enfant qui s'appelle Souleymane, qui ressemble beaucoup plus à sa mère, alors que Mouti est un Italien du Nord, un type assez grand, aux yeux bleus, etc. Donc, ah oui, même pas un phénotype comme le mien, c'est-à-dire vraiment un... Non, on a là un cas d'école. C'est triste. D'une déviation progressive. Et aujourd'hui, il en est à faire... je n'ai jamais lu sous sa plume la moindre... Non pas seulement la moindre condamnation, je dirais la moindre petite réserve sur les crimes abject du terrorisme islamique en Occident. Ah oui. Alors, donc, vous avez ces deux aspects. Le second aspect étant indissociable, qu'il s'agisse de Mouti ou de cas moins extrêmes, de pro-musulmans ou de pro-islamiques culturels, l'influence énorme à laquelle j'ai consacré 2 longs chapitres, parce qu'elle est vraiment très très importante, de l'œuvre de Guénon. Avec un paradoxe, c'est que Guénon, lui, s'est toujours tenu à l'écart de la politique, ça ne l'a jamais intéressé. Il a toujours dit que la solution, si solution il y a à la crise du monde moderne, ne viendrait pas de la politique, même entendu au sens le plus large. Mais le fait est qu'il a été beaucoup lu au sein de la droite radicale italienne d'abord, puis de la droite radicale française. Oui, ça a mis du temps, mais l'influence s'est faite. Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui était de l'ordre du mystique, en fait, chez Guénon, a été politisé, peut-être. Ah oui, bien sûr. Par des idées de droite, ça suit. Bien sûr. Mais c'était plus difficile avec Evola. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'Evola s'est beaucoup moins intéressé à l'islam que Guénon. D'abord, il ne s'est pas converti à l'islam. Il a relativement peu écrit sur l'islam, et c'est d'ailleurs là aussi qu'on a affaire à une lecture idéologique, c'est-à-dire qui sollicite les textes. Vous avez aujourd'hui des évoliens qui vous disent qu'on peut s'appuyer sur Evola pour justifier un soutien profond, voire aveugle, à l'islam et même à certaines formes d'islamisme radical, alors qu'il n'y a, au niveau des textes, quasiment rien. Quasiment rien. Dans l'invention. On est dans l'invention, ou en tout cas dans la malhonnêteté idéologique, à ceci près que chez les idéologues, on ne sait jamais si c'est de la malhonnêteté ou de l'aveuglement. Parfois, c'est tout simplement de l'aveuglement. Ils ne voient pas ce qu'ils lisent. Ils l'interprètent presque à leur insu. Ils lisent ce qu'ils veulent voir. Ils lisent ce qu'ils veulent voir. Donc, vous avez ces 2 grandes catégories. Vous parlez de projection à propos de Mouti. Et c'est vrai que dans votre livre, vous revenez souvent sur cette habitude, cette mauvaise habitude qu'a la droite
de voir une résurrection du fascisme idéalisé à travers des régimes politiques étrangers et des leaders qui ne sont même pas des leaders de pays blancs, accessoirement. Exactement. Alors ça, je pense que c'est un phénomène qui se vérifie après 1945 chez ceux que la presse ennemie appelait les nostalgiques de la Croix de Gammée ou les nostalgiques du faisceau. Si vous voulez, quand on est vaincu, qu'on se retrouve ultra minoritaire, pourchassé, diffamé, etc., il faut bien garder l'espoir. Donc, quand autour de soi, on ne voit rien, on n'a plus de moyens, ni financiers, ni humains, on est réduit à la portion congrue, je dirais que c'est presque... C'est humain de chercher ailleurs. Humain de chercher ailleurs. Donc, le sauveur est un alien. Il doit toujours venir d'ailleurs. Alors... Le sauveur est un alien, donc on a projeté d'abord, par exemple, sur Perón. Bon, Perón, encore, on peut dire ça se justifiait parce que, après tout, l'Argentine avait eu le courage d'accueillir beaucoup de rescapés de la collaboration d'anciens nationaux-socialistes, d'anciens fascistes, etc., etc. Mais ensuite, on a eu droit à des projections complètement ridicules. Par exemple, quelqu'un d'aussi lucide par ailleurs et pour lequel, sur le plan humain, j'ai un respect, une admiration inconditionnelle comme Maurice Bardèche, parce que ça a été un homme d'un courage tranquille, paisible, mais extrêmement courageux, un courage sans ostentation et un désintéressement total. Bardèche a projeté un fascisme imaginaire sur Nasser. Il faisait même de Nasser le champion de l'islam, ce qui est vraiment aberrant quand on sait que Nasser était quelqu'un qui fumait, qui buvait de l'alcool et qui a fait pendre les chefs des frères musulmans, qui les a réprimés très sévèrement. Absolument. D'ailleurs, on assiste à des contradictions et des incohérences énormes chez ces gens-là. Par exemple, même Mouti, dans certains livres, arrive à la fois, au début, à nous dire du bien de Nasser, parce que Nasser aurait eu des sympathies pour l'Allemagne nationale-socialiste. Oui. Et 2, 3, 4 chapitres plus loin, il vous dit le plus grand bien d'Hassan al-Banna ou de Sayed Qutb, son successeur à la tête des frères musulmans. Sayed Qutb qui a été pendu sur ordre de Nasser. Et là aussi, où on revient à un point dont nous parlions précédemment, qui est la négligence ou l'oubli de la dimension raciale, c'est qu'il faut savoir que certains de ces leaders islamistes étaient passablement négrifiés sur le plan racial. C'était le cas de Sayed Qutb, obsédé par les Juifs et successeur d'Hassan al-Banna. C'était le cas d'un des leaders plus tard du Soudanais, dont on ne parle plus aujourd'hui, il est peut-être mort, Hassan al-Tourabi, de la Ligue islamique. C'était le cas de Ali Ben Hadj, un des principaux prédicateurs, le plus enflammé des prédicateurs du Front islamique du Salut. Lui, je crois qu'il vit toujours, algérien mais d'origine mauritanienne, très basané. On a l'impression que cet aspect-là est complètement gommé, ce qui est l'indice quand même d'une dérive très très inquiétante. Ensuite, Bardèche, ou à la même époque, a fantasmé sur Fidel Castro. Bon, alors Castro, lui, sur le plan racial, il y avait, si je veux dire, rien à lui reprocher. C'était une espèce d'Hidalgo. Il était blanc d'ailleurs, comme toute l'élite dite communiste de Cuba, mais ils étaient tous blancs, ceux de l'élite, donc par hasard. Il n'y avait pas beaucoup de métis dans l'élite communiste cubaine. Castro, voilà, donc on projette, et je dirais qu'aujourd'hui, ça continue. Le chef, là on tombe sur une autre tare de la mouvance, c'est le culte du chef providentiel. Alors pour certains, c'est Trump. Trump est paré de toutes les qualités, et aujourd'hui, Trump n'étant plus président, et je doute qu'il le redevienne, sans vouloir trop m'aventurer dans les pronostics, la place a été prise par Poutine. Voilà. Oui. Et pour certains, c'est même la Chine, enfin le président. Oui. Ça peut même aller jusque-là parfois. Oui. Alors, vous citez, vous revenez sur les propos d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a dit l'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en action. Et selon vous, il y a tout de même une différence entre islam et islamisme. Et vous tenez quand même à cette nuance. En tout cas, vous
vous la détaillez en fait. Oui, c'est-à-dire la formule de Zemmour, sur le fond, je suis d'accord avec elle, je la trouve très bonne et profondément juste. Simplement, je crois qu'il faut bien se rendre compte que l'islamisme, l'islam, lui, a 14 ou 15 siècles, l'islamisme, lui, est un phénomène relativement récent. C'est un phénomène du XXe siècle. Et le paradoxe, le grand paradoxe de l'islamisme, c'est qu'il mobilise une haine de l'Occident à travers une occidentalisation des conceptions islamiques. Parce que islam, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire soumission, ça ne veut pas dire révolte ou révolution. Et cet islamisme se caractérise par une influence des idées occidentales, influence d'un marxisme très rustique en provenance d'Amérique du Sud. Par exemple, il faut savoir, je le rappelle, ou je l'apprends à un certain nombre de gens dans mon livre, L'autre tiers-mondisme, une des principales références intellectuelles de la révolution islamique d'Iran, Ali Shariati, fils d'un grand ayatollah et d'un grand prédicateur, Shariati assassiné en 1977 par les services secrets du Shah, très probablement à Southampton en Angleterre. Shariati avait traduit en persan Che Guevara et parlait de l'islam comme d'un phénomène révolutionnaire destiné à enflammer le tiers-monde. Oui. Inutile de vous dire que les oulémas conservateurs du Maroc à son propre pays, l'Iran, n'appréciaient pas forcément cette interprétation de l'islam. Donc c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut quand même garder à l'esprit que l'islamisme incarne une contamination idéologique de l'islam par des idées modernes occidentales. C'est assez nouveau comme idée. Je veux dire, c'est une idée sur laquelle on peut insister parce qu'il est rare de l'entendre formulée comme celle-là. C'est-à-dire que l'ambition de certains radicaux, cette volonté même... alors qu'en est-il par exemple du califat islamique, de créer un empire musulman? Ça, vous pensez que ça a une source qui est politique, qui est, comme vous dites, une contamination idéologique? Ou est-ce que ça a l'air d'être profond quand même? Je pense qu'il y a toujours des sources traditionnelles, qu'il s'agisse de l'idée de califat, du djihad, etc. Le problème, si vous voulez, en islam, c'est que d'abord, on a deux grandes tendances, le chiisme et le sunnisme, et pour chacune de ces deux grandes tendances, un éparpillement invraisemblable en sectes, en groupes, etc. Et ce qui s'est passé aussi avec l'apparition du tout numérique et de l'Internet, à partir du moment où ça s'est diffusé dans le monde arabo-musulman, c'est que ça a permis à ceux que j'appelle les simples, par opposition aux doctes, aux savants, aux oulémas, dans ce monde-là, ça a permis aux simples d'accéder à toute une littérature apocalyptique islamique à laquelle ils n'avaient pas accès auparavant. Et là où je tiens à dire que la frontière, la délimitation entre islam et islamisme est quand même très mince, ce qui tendrait à rendre tout à fait pertinente le slogan de Zemmour, c'est que même dans des écoles coraniques tout à fait traditionnelles, vous avez, pas toutes, soyons honnêtes, pas toutes, dans certaines, vous avez la recommandation énoncée par des oulémas très savants en sciences islamiques qu'il est parfaitement légitime, en cas de guerre contre les mécréants, de tuer femmes, vieillards et enfants, et d'y ajouter les mouchrikoun, c'est-à-dire les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens qui sont en théorie plus ou moins des frères issus d'Abraham, mais ce sont des associateurs puisqu'ils n'adorent pas le Dieu unique, mais ils y adorent aussi son Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ajoutent deux personnes. Oui, pour eux, c'est adorer trois dieux en fait. C'est adorer trois dieux. Donc, si vous voulez, la frontière est toujours très mince. On est toujours à deux doigts de la catastrophe. Oui. Ouais. Alors, pour en revenir à l'autre tiers-mondisme, est-ce que tout simplement cette amitié, voire cet amour ou cette admiration pour l'islam ne cache pas tout simplement l'antisémitisme traditionnel de la droite nationale? Assez souvent, j'ai pu constater que la plupart de ceux, tel Mouti, avant lui, von Leers, dont il est un grand admirateur, et d'autres,
se caractérisait par un antisémitisme obsessionnel. C'est obsessionnel, sans doute se disent-ils qu'ils vont tenir, à travers une alliance avec les plus radicaux de l'islam, l'espoir d'une vieille revanche cultivée, remâchée, macérée depuis 1945. Ouais. Et rien n'y fait. Je m'excuse pour lui du raccourci. Il n'était pas directement visé par mon propos, mais puisque on parle de ça, me revient en mémoire une discussion à la fin des années 90 avec Alain Benoît, où je lui ai exprimé mon désaccord sur l'hostilité, vous voyez, je ne vais pas me faire des amis, sur l'hostilité systématique à l'État d'Israël, que moi je n'appelle pas l'antité-sioniste. Je trouve ça un peu ridicule aujourd'hui. Et je lui disais, mais si véritablement les Arabes du Moyen-Orient, leur gouvernement, avaient voulu, comme ils le prétendent, régler la question palestinienne, n'était-il pas possible, vu l'immensité des territoires dont ils disposent, puisqu'on parle de gens qui, d'Agadir à, je ne dirais pas à Peshawar, mais d'Agadir à, on va dire, jusqu'à, ni en Iran, jusqu'à l'Irak, parlent la même langue, donc peuvent se comprendre, sont ethniquement relativement proches tout de même. Il y avait des territoires immenses, pas loin. Il y avait la Jordanie, il faut regarder une carte, la Jordanie c'est un très grand pays. Beaucoup plus loin, il y avait l'Égypte, où il y a de la place. Il y avait aussi surtout la Libye de Kadhafi et d'autres territoires. Or, je constate que quand il s'agit de faire de grandes ambassades et de grandes déclarations belliqueuses ou non, tous les Arabes musulmans sont très amis, etc. Mais les Palestiniens, la plupart des dirigeants et régimes arabes les ont abandonnés à leur sort. Alors on me dira, oui, mais après tout, leur terre à ces Palestiniens a été volée dans des conditions souvent très dures, de rapine quasiment, par les sionistes. À ce à quoi je réponds, oui, mais alors, les sionistes, ou appelons les choses par leur nom, les juifs qui sont allés là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? J'avoue que il y a là quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, cet appui systématique au monde arabo-musulman, au nom je pense que la dimension anti-juive passionnelle joue un rôle, incontestablement. Chez les plus radicaux, gardons le sens des nuances, chez certains, pas chez tout le monde. Oui, alors, et puis alors, chez ceux qui se revendiquent du national-socialisme hitlérien, il y a aussi cette idée que Hitler aurait tendu la main au monde musulman contre les juifs. Ça, c'est un argument qui revient souvent. Quand je tiens cette position en disant, mais pourquoi finalement soutenir le monde musulman en tant que nationaliste blanc? Bon, je suis très grossier, hein, mais les gens vont dire, comme Hitler. Oui, voilà. Mais là encore, c'est un raccourci injustifié. D'abord, on pourrait dire, comme je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes livres, et je suis revenu sur cette question dans la revue Sparta, dont on pourra peut-être parler, en réalité, en dépit des apparences, ce qui est premier, ce qui est fondateur dans le national-socialisme, c'est le racisme différentialiste ou le racialisme. L'anti-judaïsme, l'hostilité au judaïsme n'en est qu'une conséquence. Par ailleurs, sur le plan politique concret, c'est vrai qu'il y a eu l'alliance avec le grand moufti de Jérusalem. C'est vrai qu'il y a eu des formes, la division Anchar en Yougoslavie, chez les Bosniaques. C'est vrai qu'il y a eu toute forme d'aide comme ça. Mais des personnages comme von Leers, ceux qui sont allés le plus loin, sont toujours restés, je ne dis pas négligeables, mais quand même très, très minoritaires. Très minoritaires. Et sur le plan surtout de la vision du monde, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre le plus profond de la Weltanschauung national-socialiste, qui est quand même une volonté de se libérer de tout l'héritage abrahamique, judaïsme, christianisme, islam, chronologiquement considéré. Très franchement, je crois que tout cela est un peu tiré par les cheveux, qu'on peut toujours solliciter des textes. Bon, ce qui est vrai en revanche, c'est que du côté arabo-musulman,
vous avez eu effectivement des personnages qui, eux, ont manifesté une certaine sympathie pour l'Allemagne nationale-socialiste. Par exemple, vous avez le personnage, je crois, qui s'appelait Si Mohammadi, dont d'ailleurs j'ai oublié de parler dans mon livre. Vous voyez, comme quoi, si il était réédité, j'en parlerai, qui avait été pendant la guerre un agent important de l'Abwehr. C'était un ancien officier de l'armée française. Ensuite, il est devenu, dès 1954 ou 1955, donc peu après l'insurrection en Algérie contre la France, chef de la Wilaya 4, donc de la 4e région militaire qui était une des plus importantes du FLN. Ensuite, il a accédé à des fonctions très, très importantes et il était resté tellement fidèle à ses idées d'autrefois qu'on dit, bon, ce genre de personnages c'est toujours entouré d'un peu de légende, qu'on dit qu'il ne se séparait jamais de son casque à boulon allemand. Voilà. Et il y en a eu bien d'autres. C'est un cas comme ça. Il y en a eu bien d'autres. Alors pour rester sur l'islam, Arthur Kemp, qu'on connaît notamment pour son livre Bâtir le foyer blanc, alors lui a une vision historique de l'islam, c'est-à-dire qu'il pense que le monde musulman est en guerre permanente finalement contre l'Occident, et simplement on ne s'en aperçoit pas parce qu'il y a des périodes où il est en dormance, quand il est en difficulté, et puis dès qu'il le peut finalement il repart à l'attaque. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Oui, je suis d'accord fondamentalement avec cette vision. On peut peut-être ergoter sur quelques points de détail, mais globalement je pense que Kemp a raison, parce que je pense que quand on va voir un certain nombre de textes dits traditionnels musulmans, on s'aperçoit que pour l'islam, en tout cas pour ces franges les plus rigoristes et les plus extrémistes, qui sont malheureusement celles qui dominent aujourd'hui et depuis pas mal de temps, plusieurs décennies, la relation naturelle entre l'islam, entre la maison de l'islam ou le monde de l'islam, Dar al-Islam, et la maison ou monde de la mécréance, Dar al-Kufr, tout ce qui n'est pas musulman, c'est la guerre. C'est ça l'état normal des relations. Simplement, quand l'islam se sent en position d'infériorité, eh bien, il fait semblant d'être pacifique. D'où l'emploi justifié par les textes. Ça aussi, c'est un point fondamental dont je ne m'explique toujours pas qu'on en parle si peu dans les milieux identitaires. Évidemment, encore moins dans les milieux officiels, y compris chez des gens qualifiés sur le plan linguistique, des islamologues, etc., qui savent l'existence de ce trait de l'islam, c'est la fameuse taqiyya. La taqiyya qui est à la fois une tromperie active et une utilisation du mensonge. Et il y a des textes qui disent le guerrier quelque chose comme ça, je cite de mémoire, le guerrier le plus habile n'est pas celui qui fera la guerre physiquement, mais celui qui aura su tromper l'ennemi par le mensonge. C'est ouvertement recommandé et justifié. Mentir sur les intentions, faire semblant qu'on est démocrate, et puis quand on est majoritaire, changer de... Et avec une particularité, c'est que à usage interne, le terrorisme, avec tous les moyens sont bons contre les mécréants, est recommandé comme une obligation religieuse, et à usage externe, quand il s'adresse aux Occidentaux, aux Blancs, aux Européens, là, ça n'est plus une obligation religieuse, bien entendu, du djihad. À ce moment-là, ça n'est plus qu'une réponse à l'oppression colonialiste occidentale. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. On rappelle que, lorsque Daesh était au plus fort de son activité, et quand il y a eu les attentats du Bataclan, quand il y avait les vidéos de propagande des terroristes, comment nous appelait-il ? Les croisés. Les croisés, exactement. Et je crois que ça va dans le sens de ce que dit Arthur Kemp et de ce que vous... Exactement. Oui. Ils en sont encore là, en fait. Ils en sont encore là. Ils ne veulent pas en démordre. Et je dirais que le pire et le plus triste, c'est que de ce point de vue-là, il y a une espèce pas une espèce, il y a véritablement un regain d'hostilité haineuse, mais qui n'existait pas il y a encore 50 ans ou 80 ans, au début du XXe siècle. Ouais. Alors, parmi les auteurs célèbres, identitaires, francophones, qui se sont dressés contre la submersion migratoire, contre le pan-islamisme conquérant dont on vient de parler, il y a Renaud Camus, il y a Guillaume Fay, il y en a bien d'autres, et vous semblez préférer Renaud Camus à Guillaume Fay. J'ai pas pu m'empêcher de le remarquer, alors pourquoi ?
Oui, je préfère Renaud Camus parce que j'ai appelé d'ailleurs le chantre de la colère et du chagrin français dans ce livre, L'autre tiers-mondisme, parce que je suis sensible à ses qualités stylistiques. Je pense que c'est un véritable écrivain qui écrit très très bien, qui sait très très bien formuler les choses, qui, à la différence de Faye, à mon avis, insiste plus, avec raison, sur les propres défaillances des Européens, c'est-à-dire leur lâcheté, leur passivité, leur inertie, etc., plus que Faye, et qui insiste également, à mon avis, de manière beaucoup plus subtile que Faye, sur la manipulation du langage et le fait que l'intoxication est telle aujourd'hui qu'on en arrive à carrément une distorsion de la perception, c'est-à-dire que le langage officiel va dire non, il n'y a pas plus de musulmans ou d'arabo-musulmans ou de noirs d'Afrique subsaharienne aujourd'hui qu'il n'y avait avant en France, en Allemagne, etc. C'est vous qui croyez que... Voilà. Et ce genre de mécanisme de conditionnement et d'aliénation, je trouve que Camus les analyse mieux, incontestablement. Faye est pour moi, je lui ai rendu hommage parce que d'abord je l'ai un peu connu avant qu'il ait quand même de gros problèmes de santé. Je l'ai connu à une période, je dirais, où il était encore très bien, ou assez bien sur le plan psychologique et physiologique, sur le plan de sa santé. Mais Faye, pour moi, n'est pas un véritable écrivain comme Camus. Il est loin d'en avoir le talent. C'était un agitateur et un inventeur de slogans. Oui, on peut comprendre. La convergence des catastrophes, l'archéofuturisme. Alors, avec bonheur ou moins de bonheur, par exemple, la convergence des catastrophes, je trouve que si vraiment elle est de lui, c'est une formule extraordinaire pour caractériser notre époque. C'est effectivement l'époque de la catastrophe spirituelle, intellectuelle, morale, raciale, écologique, etc. L'archéofuturisme, en revanche, ça me paraît... je reste assez froid, si vous voulez. Je ne vois pas trop ce que intéressant. Mais je vois la chance que vous opérez la distinction entre les deux manières de réfléchir dans Camus et Guillaume Faye. Guillaume Faye a une science plus intuitionnelle, plus artistique. Voilà. Alors que Camus, qui d'ailleurs, c'est marrant parce que Camus refuse qu'on le traite d'intellectuel. Alors pour moi, s'il y a bien un intellectuel, c'est bien Renaud Camus. C'est-à-dire qu'il réfléchit le monde d'aujourd'hui. Exactement. Et je voulais justement peut-être lire un passage de Camus que j'avais trouvé pour montrer à quel point il est précis, direct dans son style et qui va vraiment, par exemple, droit au but. À l'occasion de la fondation de son Conseil national de la résistance européen, donc, il y a quelques années. Donc c'est un texte que j'avais trouvé sur le site Braille Info. Je ne sais pas s'il l'a repris dans des recueils. Voilà ce qu'il disait. À mon avis, personne n'a dit les choses de manière aussi concise et aussi efficace. Le pouvoir, ses banques, ses juges et ses médias veulent la substitution ethnique. Ils ne nous en protègent pas, ils l'organisent et la promeuvent. Ils ont drogué le peuple à l'accepter par l'enseignement de l'oubli, la déculturation, la censure, la répression et les injonctions permanentes à la haine de soi. Rien à dire. C'est clair. C'est parfait. C'est une expression que j'aime aussi, c'est l'industrie de l'hébétude. Il y a vraiment cette idée-là, on le ressent parfaitement. Voilà. Alors, pour parler d'une autre personnalité que vous aimez encore moins. Alors là, on part très très loin. J'aime bien Guillaume Faye. Je sais. Oui. Non, là, on est sur... C'était un bon camarade. Dans un autre registre. Alors Alain Soral, vous lui consacrez une vingtaine de pages dans l'autre tiers-mondisme. Alors là, vous n'y allez pas de main morte. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous pensez d'Alain Soral ? Oui, Soral, je pense que c'est un personnage typique de notre époque. Guénon aurait dit un personnage de fin de cycle, ce qui dans la bouche de Guénon était tout sauf flatteur. C'est-à-dire que Soral, c'est un représentant typique de notre époque, en ce sens que c'est quelqu'un qui est très doué pour faire le buzz, pour faire parler de lui, qui a un ego démesuré, qui a un faux courage. Il joue au national-socialiste, mais il dit « je suis sensible au national-socialiste d'Hugo Chavez ». Évidemment, c'est moins dangereux que de se réclamer de celui d'Heinrich Schindler ou d'Alfred Rosenberg ou d'Adolf Hitler.
c'est quelqu'un de profondément malhonnête. Vous savez que, sans me demander mon autorisation, ni l'autorisation de la Fondation Evola, ni l'autorisation de l'Âge d'Homme qui avait les droits, et il a réédité ma traduction des 2 livres plus importants d'Evola. Révolte contre le monde moderne, 450 pages environ. Métaphysique du sexe, 350 pages environ. Plus des écrits mineurs que j'ai traduits comme une conférence pendant la guerre devant un public allemand, la doctrine arienne du combat et de la victoire, d'une manière particulièrement malhonnête, parce qu'il a repris ma traduction, mais il est publié de manière anonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom de traducteur. Pour parer par avant, j'imagine, en pouvant dire « Ah, peut-être je ne savais pas. » Voilà. Et si vous voulez... c'est ignoble. Je trouve ça parfaitement ignoble. Prenne bien. Vous n'avez pas touché un rond et en plus, vous n'êtes pas crédité. Je n'ai pas touché un centime. Oui. En plus, il savait qu'il ne courait pas grand risque. Il a dû prendre ses renseignements sur moi. Il savait que je ne suis encarté dans aucun parti. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit de groupe, encore moins de meute, comme lui qui est un prédateur. Donc, il s'est dit, les risques sont assez limités. Je vais me payer ce petit intellectuel. Mais à mon avis, il s'est payé le petit intellectuel parce qu'il était surtout foudrage après avoir lu les 20 pages que je lui ai consacrées. Possible. Mais je pense donc que c'est, si vous voulez, fondamentalement, c'est un imposteur. D'ailleurs, on le voit très bien, son faux courage. À un moment donné, après avoir joué les matamores, parce que ça, il joue les matamores, vous êtes bien placé pour le savoir. En réalité, il n'est pas si courageux que ça, puisqu'il dit à un moment donné, dans un de ses textes des chroniques d'avant-guerre que je cite, qu'on ne peut pas se permettre un conflit avec les banlieues immigrées peuplées de jeunes gens gavés, je me rappelle parfaitement de son expression, gavés de haine et de testostérone. Donc, sous prétexte que ces gens-là sont gavés de haine anti-française, anti-blanc et de testostérone, nous n'avons plus qu'à nous écraser. Et c'est le même qui, de manière totalement incohérente, quelques pages avant ou quelques pages après, vous dit qu'il faut promouvoir une alliance entre ces types-là et la classe moyenne française en voie de paupérisation. Donc c'est tout et c'est n'importe quoi. Oui, exactement. Alors, au début du livre, il y a une longue citation d'Edmund Burke, une figure du conservatisme anglo-saxon. Et en fait, vous développez donc, à cette image une défense des préjugés, des stéréotypes, en fait, en disant que c'est une part de réalité très importante en eux. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Parce que finalement, c'est souvent ce que j'aime bien, c'est que vous assumez ce qu'on reproche souvent à la droite, en disant vous faites des amalgames, vous êtes dans le cliché, vous êtes dans les préjugés, et vous dites oui. Oui, non, mais d'une certaine façon, oui. Et si vous voulez, pour développer cette défense théorique et pratique des préjugés, j'ai derrière moi des esprits illustres. Ça a été développé par Joseph de Maistre, par Edmund Burke, et à date plus récente par le grand contre-révolutionnaire colombien qui a vécu au XXe siècle, Nicolas Gómez Dávila. Alors, de quoi il s'agit en substance? Il s'agit de partir du principe que d'une critique épistémologique. La raison individuelle, notre raison, la raison humaine, est un instrument de connaissance. On est bien d'accord. Mais du point de vue contre-révolutionnaire, c'est un instrument de connaissance faillible. C'est un instrument de connaissance faillible. La raison ne peut pas tout, ne comprend pas tout. Et il arrive un moment où la meilleure façon d'être raisonnable ou rationnel et de bien raisonner, c'est de savoir à quel moment la raison doit s'arrêter pour céder la place à plus grand qu'elle. Ce plus grand qu'elle, des gens comme Burke, et en particulier Maistre, l'appellent la raison collective ou la raison nationale. La raison nationale, c'est plus que le simple intérêt national d'un pays. La raison collective ou la raison nationale, qui est le support des préjugés, c'est quoi? C'est une espèce de sédimentation accumulée au fil des siècles par un peuple, sédimentation de ses mœurs, de ses coutumes, de sa façon de voir la vie, de ses institutions.
Et tout cela forme une espèce d'expérience collective qui se transmet. Une existence collective. D'ailleurs, dans la conception contre-révolutionnaire, la communauté du peuple ne comprend pas que les vivants, elle comprend bien sûr tous les ancêtres et tous les enfants à naître. C'est très clair chez Burke, il le dit noir sur blanc. Donc, c'est en ce sens que il ne faut pas craindre de défendre le préjugé ou les préjugés. D'ailleurs, comme disait Gomez Davila très justement, le préjugé le plus courant, c'est celui qui consiste à croire qu'on n'a pas de préjugés. Parce que les gens de gauche aussi ont des tas de préjugés. Oui, ils ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais ils ont des préjugés. Par exemple, un nazi, puisqu'eux ne disent pas un national-socialiste, un nazi, un fasciste, un contre-révolutionnaire, ne peut pas vraiment être quelqu'un de cultivé, par exemple, ou il est quelque part, il est barbare, ou ceci ou cela, ils ont des tas de préjugés. Ils peuvent pas, c'est à peine si un fasciste peut aussi manger du bœuf carotte comme eux, quoi, être à peu près normal dans les choses les plus concrètes et prosaïques de la vie quotidienne. Oui, on a tous des préjugés en fait. Donc c'est en ce sens-là. Et puis il y a un autre aspect encore, c'est que le préjugé ou les préjugés, notamment en période de crise grave comme celle que nous traversons, assurent une défense immunitaire du groupe. C'est ce que dit Burke. L'avantage du préjugé, il parle d'ailleurs des préjugés fondés en raison. Et il veut dire par là que le préjugé ou les préjugés sont une arme de défense immunitaire collective. C'est-à-dire qu'ils dictent avant tout raisonnement qui serait susceptible d'engendrer la dispute au sein de la collectivité, il dicte des automatismes, des comportements, des réactions automatiques que l'homme de gauche classique va considérer immédiatement comme négatives, alors qu'elles sont très positives parce qu'elles assurent la défense immunitaire du groupe. On peut toujours après raisonner en termes de morale sur les préjugés, avec certaines formes de justification d'ailleurs. Mais le problème, c'est que quand on parle de la science des groupes, quand on parle des groupes, d'une civilisation, d'une race, les cas individuels doivent passer au second plan. Quand bien même, au nom des préjugés raciaux ou autres, on pourrait être injuste envers un individu, ça ne condamne pas la valeur du recours aux préjugés pour la survie du groupe et sa défense immunitaire. Je pense que les spectateurs ont parfaitement compris, c'est plutôt clair. Il vaut mieux aller d'ailleurs dans ce sens-là que dans l'autre, c'est-à-dire partir du préjugé, éventuellement ensuite faire une exception. Admettre des exceptions. C'est une personne. Mais il y a des exceptions, il faut les admettre, bien entendu. Alors, à la fin de l'autre tiers-mondisme, vous référez à un nationaliste blanc qui s'appelle Samuel Francis. Américain, qui parle à propos de la situation dans tout le monde occidental, d'anarcho-tyrannie. C'est un terme qui peut paraître un peu barbare. Il y a d'autres auteurs qui parlent plutôt de gouvernance par le chaos. Ce sont des expressions qui reviennent souvent dans les écrits nationalistes. Est-ce que déjà vous pouvez un peu les définir et dire ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a finalement un complot? On a parfois l'impression qu'il y a un esprit même religieux derrière ça, un complot satanique, etc. derrière tout ça. Alors, l'anarcho-tyrannie, pour Francis, c'est d'un côté l'anarcho ou anarchie. L'anarchie, c'est la complaisance des gouvernements, des systèmes d'aujourd'hui, la complaisance, voire la complicité pure et simple avec les délinquants, les criminels, les pervers, etc. Ce qu'on pourrait appeler aussi, par certains côtés, l'alliance objective des gouvernants d'en haut, que je serais tenté parfois d'appeler presque racaille d'en haut et de la racaille d'en bas. Et puis, de l'autre côté, la tyrannie, c'est la répression des citoyens honnêtes qui sont parfois révoltés par cette situation et notamment par tous les empiètements bureaucratiques et totalitaires mis en œuvre contre eux. Je trouve l'expression est étrange, mais une fois qu'on l'a un peu explicitée, je trouve qu'elle se justifie pas mal. Elle permet, en deux mots, avec un syntagme comme ça, de dire pas mal de choses, de laisser entendre pas mal de choses. Alors, l'expression « gouverner par le chaos », là, c'est encore autre chose. J'ai été très frappé par la qualité de cette brochure « Gouverner par le chaos » parue chez un petit éditeur, Max Milo, en 2010, qu'on a attribuée d'abord au Comité Invisible,
qui semble-t-il n'en est pas l'auteur. Vous savez, le comité invisible, l'histoire, là, ceux qui avaient sectionné des caténaires de TGV. Ah oui, d'accord. De Toriac ou un nom comme ça, là, oui. Dans la Creuse. Qu'on prétendait d'origine plus ou moins post-situationniste, etc. Après, on a dit que c'était Lucien Cerise. Mais à mon avis, Lucien Cerise, un complotiste de ce niveau, c'est-à-dire de bas niveau, c'est incompatible avec la qualité de la brochure. Je ne le vois pas du tout. Alors, quant à la question du complot, moi, je ne suis pas complotiste pour plusieurs raisons. D'abord, pour le fait que si on part, il ne faut jamais oublier que toute action humaine, et a fortiori une action politique de grande ampleur, ne s'exerce jamais sur une tabula rasa, c'est-à-dire que au moment, mettons maintenant, T+1, où vous décidez seul, plutôt avec d'autres, parce que le complot, en principe, il est collectif, évidemment, de monter un complot, vous ne le faites pas sur une tabula rasa, vous ne le faites pas sur un terrain vierge. Vous êtes conditionné par tout ce qui précède le terrain sur lequel vous allez agir. Il est conditionné par tout ce qui a été fait et tout ce qu'on a pu faire avant vous. Donc, en fait, l'idée d'un complot à part sur une séquence temporelle très limitée, ponctuelle, me paraît très difficilement acceptable parce que pour qu'il soit couronné de succès, ça supposerait que les comploteurs puissent maîtriser des paramètres dont le nombre n'est sans doute pas infini, mais est énorme. Donc ça me paraît intellectuellement impossible à accepter. Et puis, la deuxième chose, le deuxième point fondamental, c'est celui qui avait été très bien mis en évidence par un auteur, Jules Monroe, que j'aime beaucoup, dans un livre magnifique paru en 1969 aux Presses universitaires de France, Les lois du tragique. Et Monroe avait désigné par le nom un peu barbare hétérodélie, c'est-à-dire littéralement le but autre, le but étranger au but initial, pour mettre en relief une autre caractéristique de l'action humaine, et en particulier de l'action politique, c'est-à-dire l'écart considérable, à cause précisément de cette impossibilité de maîtriser tous les paramètres, entre les intentions de départ et le résultat final. Alors qu'il y ait des complots, je l'admets, sur des séquences temporelles limitées. Que ces complots, comme certains voudraient nous faire croire, qu'il y a un complot juif qui aurait, par exemple, commencé en général la plupart des contre-révolutionnaires complotistes, parce qu'il y a Mestre n'était pas complotiste, les grands Bonald n'étaient pas complotistes, les grands penseurs de la contre-révolution ne sont pas complotistes. Mais il y a ceux qui se réfèrent à Augustin Baruel, à des gens, le jésuite, à des gens qui étaient déjà plutôt complotistes. En général, il faut remonter le complot avec l'apparition de l'humanisme et la destruction de l'ordre traditionnel médiéval. Donc ça voudrait dire que depuis la Renaissance, un complot a pu être tramé pendant des siècles. Donc transmis de génération en génération par des comploteurs qui arrivent à s'en sortir. Alors, je veux bien admettre, comme Guénon et Vola, que de la Renaissance à maintenant, il y ait une certaine forme de continuité intellectuelle des idées qui n'avaient pas cours avant dans le monde traditionnel européen au Moyen-Âge et qui peu à peu s'imposent, à commencer par l'humanisme et la place beaucoup plus grande accordée à l'homme par rapport à sa situation d'avant dans un ordre cosmique beaucoup plus vaste. Mais de là à penser à un complot politique sur des siècles, ça me paraît... non. En fait, comme vous disiez au début de la réponse, qu'il y ait des rebonds intellectuels par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé, oui. Mais un complot, là, ça veut dire une organisation qui tiendrait sur différentes générations, qui survivrait aux comploteurs. Ça paraît... Oui, ça paraît déjà très difficile à imaginer l'idée d'un groupe, je dirais, informel. Mais alors, l'idée en plus d'un ordre secret, d'une confrérie secrète,
structuré qui se maintiendrait comme ça à travers les siècles. Alors là, ça me paraît quand même totalement aberrant. Alors pour terminer, une question probablement la plus importante. On voit à travers vos ouvrages que vous avez du mal à croire à l'efficacité des solutions politiques classiques, électorales, en France, en Occident. Dans ce cas, comment est-ce que vous voyez l'avenir, la reconquête des territoires européens, notamment européens de l'Ouest, parce que vous appelez la communauté de la parité blanche? Est-ce que ça vous semble possible? Et comment ça pourrait arriver selon vous? Je sais que c'est une question compliquée, mais... Oui. Alors, tout d'abord, si vous voulez, mes réserves vis-à-vis de la politique classique tiennent aussi au fait que j'ai vu beaucoup, et là, ce que je vais dire est banal, je pense que beaucoup d'entre nous ont pu faire cette expérience. J'ai vu beaucoup d'amis, camarades, de connaissances qui se sont perdus dans la politique classique. La politique classique, j'entends par là, soit adhérer à un mouvement comme aujourd'hui un parti, comme aujourd'hui hier le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, un grand parti, on va dire, soit pire encore, faire de l'entrisme dans une formation ouvertement du système. Jean Thiriart avait une très bonne formule pour ça, parce qu'il avait fait l'expérience à ses dépens de quelques-uns de ses meilleurs lieutenants, dont un Italien, notamment Antonio Lombardo, qui avait cru pouvoir influencer la démocratie chrétienne, alors florissante et au pouvoir. Thiriart disait « l'entrisme est une capoue d'où l'on ne revient jamais propre ». Donc là, on se perd, on croit influencer l'adversaire ou pénétrer le système, ou combattre le système avec les armes du système, et en fait, on est bouffé par lui et le matériel humain subit une déchéance vertigineuse. Je comprends. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette politique, par les voies légales des grands partis, serait encore acceptable, justifiable, si l'un quelconque de ces grands partis en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, dans les grands pays occidentaux, il existait un parti, je ne dirais pas identitaire, mais dans le style un peu Fratelli d'Italia, par exemple, mais qui, en son sein, posséderait un véritable ordre militant de gens hyper formés et eux sachant très exactement où ils veulent en venir. Or, je mets au défi quiconque de me prouver que dans l'un de ces partis, aujourd'hui, au pouvoir ou en passe peut-être de l'être demain, il existe une structure inexpugnable comme une forteresse dans ces mouvements, qui serait presque capable, une fois parvenu au pouvoir, d'avoir immédiatement l'élite dirigeante pour vraiment bouleverser la situation et amorcer enfin un programme radical. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Mais plus généralement, je crois que la situation est allée trop loin vers le pire, qu'il faut avoir le courage de regarder les choses en face, c'est-à-dire que la plupart des Blancs européens d'Europe de l'Ouest, je pense que grâce, paradoxalement, à la glaciation communiste à l'Est, il y a encore quelques espoirs, que sont beaucoup trop dégénérés aujourd'hui pour qu'on puisse envisager une prise de pouvoir par les voies légales. Je pense en outre qu'il ne faut jamais oublier, comme disait Maurras, le régime ou la République, je cite de mémoire, gouverne mal, mais elle se défend très bien. Formule que Jérôme Bourbon de Rivarol cite souvent à juste titre. Elle se défend très bien, il ne faut pas oublier que quand bien même des partis comme ceux dont nous parlons seraient aux portes du pouvoir, tout, je dis bien tout, de toutes les provocations, toutes les manœuvres, toutes les magouilles seraient employées jusqu'au dernier moment. C'est pourquoi aujourd'hui, je considère qu'il faut se placer dans une perspective que je ne dirais pas survivaliste, parce que je ne sais pas que le mot me gêne, bien au contraire, mais plutôt je le trouve un peu restrictive. Restrictive. Je dirais plutôt une perspective sécessionniste. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, je voudrais parler rapidement d'un livre d'un jeune, de quelqu'un de jeune qui n'a pas une grande expérience des essais politiques, qui s'appelle Yann Valery,
animateur du site Braise Info, qui est un des meilleurs sites de la mouvance identitaire. Le livre s'appelle Sécession. Et qui a fait un livre intéressant qui s'appelle Sécession, en disant, ça rejoint un peu ce que dit Raspail dans la préface à la dernière édition du Camp des Saints, quand il dit qu'il faudrait créer, donc, que nous allons vers une substitution, elle est déjà en acte, une substitution aggravée de la population sur le territoire français, là on se cantonne à la situation nationale française, et que nous allons vers un territoire en peau de léopard. C'est l'image de Raspail. Oui. Donc, je crois beaucoup plus, là je parle pour des gens, non pas de ma génération, mais de la vôtre ou encore plus jeunes, parce que je parle à long terme. Moi, je ne verrai pas ça, je serai très probablement mort d'ici là. Je pense par exemple à un retour progressif d'un certain nombre de Blancs, et notamment de jeunes couples blancs, vers des zones rurales, c'est-à-dire des zones où la présence immigrée est beaucoup moins forte, où ils sont beaucoup moins concentrés dans les villes grandes et moyennes, avec des gens qui se réinvestiraient dans la politique locale, mais de manière habile. Je veux dire par là, il ne faudrait pas qu'ils arrivent déjà étiquetés politiquement. Il faudrait qu'ils se présentent sur leurs seules valeurs personnelles, comme ceux qui jouent souvent favorablement dans les milieux ruraux, où en fait on ne vote pas pour des idées, on vote pour un homme ou une femme parce qu'on la connaît, parce qu'on l'a jugé sur pièce à son action, etc. Il faudrait qu'on ait des gens, de ce point de vue-là, d'abord des couples pour repeupler de blancs ces zones rurales délaissées, et des gens qui soient exemplaires sur le plan du comportement, incorruptible évidemment, si possible compétents, et qui peu à peu accéderaient à des positions de pouvoir, certes encore très locales, mais qui leur permettraient de recréer peu à peu des noyaux blancs, en s'arrangeant entre eux pour éviter, comme dans l'exemple réussi de reconquête à Caillac en Bretagne, en arrivant à préserver l'intégrité, l'homogénéité ethnique de l'endroit où ils sont. Ça, je crois que ça n'est pas de l'ordre de l'utopie. Encore faut-il qu'il y ait des jeunes couples blancs avec de bonnes idées qui adhèrent à ce projet. Tu comprends, hein. Sinon, si ça, c'est encore trop optimiste, alors à ce moment-là, il n'y a plus que la solution que j'avais envisagée à la fin du livre « L'autre tiers-mondisme ». Quand je dis du bien de Poutine, aujourd'hui je suis plus réservé, mais au-delà de Poutine, Poutine n'est pas toute la Russie lui préexiste et la Russie le suivra. C'est d'ailleurs une idée que j'ai empruntée à Arthur Kemp, hein. Je ne prétends pas du tout être l'inventeur de cette idée. Bâtir des foyers blancs ailleurs. Bâtir des foyers blancs ailleurs, ce que j'ai appelé le grand trek des Blancs. Pourquoi pas un nouveau grand trek, là ça serait plus le grand trek des bourses ou le grand trek, le Far West américain, ce serait vers l'extrême-orient russe. Mais là, bon, évidemment, ça suppose des gens, ou sans aller jusque-là, en Europe de l'Est. Mais là, je crois que vous avez sans doute des informations que je n'ai pas sur quelques amis et camarades qui se sont installés là-bas. Oui, pour l'instant, c'est encore timide, mais il y a déjà les premiers signes. C'est ce que nous essayons, ma communauté, qui est celle des Braves, nous sommes développés dans un certain nombre de villes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, effectivement. En fait, ça rejoint en fait ce que vous dites sur l'idée que la prise du pouvoir politique va être compliquée, voire impossible. Donc, en fait, la survie passe par le communautarisme, tout simplement, en fait. Oui, parce que si on a un point de vue racialiste cohérent, il ne s'agit pas de dire, en s'en réjouissant par avance, bon, la France est dégénérée, elle va crever, on n'en a plus rien à faire. Non. Ça sera une tragédie, bien sûr, y compris pour nous. Mais qu'est-ce qui prime en dernière analyse? C'est le survie des éléments sains ou pas trop dégénérés de la race blanche ou le survie de la patrie française? Pour moi, c'est clair. C'est le survie des blancs non dégénérés. La communauté blanche, comme dit Greg Johnson, passe avant le reste. C'est clair. Si la France doit mourir, mais que la race blanche, au prix de la survie des meilleurs éléments de la race blanche, que meurt la France dégénérée. Tant pis. Je crois qu'on n'aura pas meilleure conclusion à cette émission. Nous avons parlé tout au long de l'émission de votre livre « L'autre tiers-mondisme ».
Mes chers amis, vous avez un lien en description de la vidéo, évidemment, pour vous procurer le livre. Merci Philippe Bayet. Aux éditions Acribeia. Aux éditions Acribeia. On va se retrouver pour d'autres émissions, j'en suis sûr, très très bientôt. Merci à vous pour votre attention. À très bientôt. Merci beaucoup.